On vous rendra compte évidemment de cette séquence qui démarrera à 16 heures, heure française, cet après-midi. Vous évoquiez cette prise de parole du chef de l'État. Ce matin, Emmanuel Macron qui a donc confirmé aussi sa volonté de transformer son service national universel, dispositif qu'il avait lui-même initié. Il ne dit pas comment, il ne détaille pas la mesure. On va y revenir dans un instant avec vous, Flore Simon, mais tout ça s'inscrit évidemment dans un contexte de durcissement chez nos voisins européens. La machine militaire est relancée. Certains États n'ont pas abandonné l'idée de poursuivre le service pour leurs jeunes, service militaire à circonscription qui est toujours d'actualité. Certains pays comme la Belgique ou l'Allemagne, nos voisins proches, eux, ont déjà initié le service sur la base du volontariat. On fait un petit tour d'horizon de ce qui se fait chez nos voisins européens tout de suite avec Julien Dubois et puis on y revient juste après. Aux frontières de la Russie, les États baltes et la Finlande peuvent compter sur la présence des forces de l'OTAN. Mais pour faire face à la menace russe, la Lettonie a pris la décision de rétablir un service militaire obligatoire en 2023, rejoignant ainsi la position de ses voisins alliés. Seuls 6 pays de l'Union européenne ont conservé un service militaire obligatoire au cours des dernières décennies, comme la Finlande ou la Grèce. Au Danemark, il est même devenu obligatoire pour les femmes. À 18 ans, les jeunes du pays qui doivent effectuer leur service militaire sont choisis par tirage au sort en fonction des besoins de l'armée. 4 pays de l'Union ont fait le choix de réinstaurer un service militaire obligatoire. Dernier exemple en date en Croatie, le mois dernier, le Parlement a approuvé le rétablissement d'un service obligatoire pour les hommes de 2 mois à partir de 2026. Mais dans l'Union européenne, la grande majorité des États membres ont abandonné le service militaire, même si des projets de rétablissement existent dans certains pays. Au total, 17 États sur 27 n'ont jamais eu ou ont suspendu leur service militaire, à commencer par la Belgique en 1995 jusqu'à l'Allemagne en 2011. Parmi cette majorité, plusieurs États ont déjà décidé de réinstaurer un service militaire volontaire. C'est le cas de la Bulgarie et des Pays-Bas. Ils seront rejoints par la Belgique et la Roumanie l'an prochain. Alors revenons au cas français avec vous, Flore Simon. C'est toujours attendu d'ailleurs parce qu'il n'y a pas eu d'annonce encore précise pour le moment. Mais en tout cas, le chef de l'État confirme un peu son idée aujourd'hui. Oui, dans une interview, vous le disiez, à RTL et M6, il a abordé ce sujet d'un éventuel service militaire volontaire. Il devrait faire des annonces à ce sujet, Emmanuel Macron, jeudi, puisqu'il se rendra au sein de la 27e brigade d'infanterie de montagne de Vars. Donc, il va prononcer un discours à midi et évidemment, il devrait faire des annonces. Donc, je vous le disais, il est resté flou, mais il a dit qu'en effet, ce serait une nouvelle forme du service national universel qu'il avait voulu mettre en place en 2019, mais qui n'a jamais réellement vu le jour. On va écouter Emmanuel Macron, c'était donc au micro de RTL. Et c'est dans ce contexte-là qu'on prend plusieurs initiatives, dont celle de la transformation du service national universel vers une nouvelle forme, et j'aurai l'occasion de l'évoquer dans les jours à venir. Monsieur le Président... Mais c'est donc, vous voyez bien, totalement délié, et je pense qu'il faut vraiment, en tout cas, tout de suite supprimer toute idée confuse qui consisterait à dire qu'on va envoyer nos jeunes en Ukraine. C'est pas du tout le sens de cette affaire. Voilà, supprimer toute idée confuse qui consiste à dire qu'on va envoyer nos jeunes en Ukraine. Il fait évidemment référence aux propos du chef d'état-major des armées, le général Mandon, qui avait dit qu'il fallait accepter de perdre nos enfants. Donc là, on voit que, vous savez, c'est cette phrase qui avait fait largement polémique. Emmanuel Macron tente quand même de déminer le terrain et de rassurer, puisqu'évidemment, le retour d'un service militaire tout volontaire soit-il, on sent quand même que voilà, on prépare en quelque sorte les esprits. L'autre sujet abordé par le chef de l'État dans cette interview, c'est la question du budget de l'État qui était, on en parlait hier, Elisabeth, largement rejeté par l'Assemblée nationale ce week-end. Alors le chef de l'État, il est comme son Premier ministre, il pense qu'un compromis à la fin des fins sera possible. Il mise là encore sur l'esprit de responsabilité. On écoute Emmanuel Macron à ce sujet. À défaut d'avoir une coalition, de trouver des compromis pour que les textes puissent être votés. Ce n'est pas la responsabilité du président de la République de faire ça. C'est celle des forces parlementaires. Et donc c'est à eux de le faire. Et j'ai quand même bon espoir qu'ils arriveront à le faire dans les semaines à venir sur le budget.
Voilà, c'est aussi une manière, évidemment, de mettre la pression sur les socialistes avec lequel Sébastien Lecornu essaye de trouver un compromis sur ce budget. Alors, le budget, Elisabeth, je vais quand même en parler, parce qu'il ne faut pas que je vous inquiète n'abordant pas ce sujet quotidien. Ça m'aurait surprise, tiens, pas de budget aujourd'hui. Inquiété, donc je préfère en parler. Donc là, il est au Sénat, le budget, en commission. Alors, les sénateurs, ils ont déjà commencé à amender le texte. Ils visent un déficit de 4,7% du PIB. Ils veulent aussi un allègement notable sur la fiscalité des entreprises et moins de dépenses publiques. Donc en fait, c'est vrai qu'ils reviennent un peu sur ce qui avait été voté à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire un alourdissement quand même de l'impôt. On en reparlera bien sûr de ce budget, Elisabeth. Ne vous inquiétez pas. Je ne me soucie pas. Je vous donne rendez-vous demain d'ailleurs. Qui dit 25 novembre dit journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Une députée socialiste a déposé à l'Assemblée nationale hier une proposition de loi intégrale de lutte contre les violences aux femmes et aux enfants d'ailleurs. Les enfants qui sont compris dans le sujet. Oui, alors cette proposition de loi, elle porte sur la prévention, en effet, des violences faites aux femmes et aux enfants, mais aussi aux moyens, finalement, pour mieux sanctionner les auteurs. Et je cite, combler les angles morts du droit, protéger les publics exposés et garantir à chaque victime une prise en charge digne. Ce texte, il comporte 78 articles. Il est le fruit de 10 mois de travail entre les organisations féministes et des députés de tous bords, excepté ceux du Rassemblement national et de son allié de l'UDR. Et donc, dans ce texte, on voit, il y a plusieurs choses qui sont proposées pour réformer la police, notamment, et la justice, ainsi que la protection de l'enfance. Donc, vous voyez, c'est un vaste chantier. La députée socialiste qui porte ce texte, elle dénonce quand même une impunité pour les auteurs, mais aussi un manque de moyens évident, que ce soit dans la police ou la justice, et un retard sur la formation des personnels des services concernés. Alors, sur le volet qui concerne les enfants, qui est un peu nouveau, on va dire, entre guillemets, le texte envisage d'instaurer un entretien annuel pour chaque enfant pour évaluer en fait s'il y a des risques de violence intrafamiliale, et ce dès la maternelle, donc entretien tous les ans. À l'école donc. Alors, ce n'est pas spécifié, mais en tout cas, c'est dès la maternelle, un entretien tous les ans pour chaque enfant, pour évaluer le risque de violence, parce qu'il y a quand même 3 enfants dans les classes, au moins 3 enfants sur 10, je crois, qui sont victimes de violences. Et autre point, parce qu'il y en a évidemment plusieurs, c'est l'interdiction d'une garde alternée chez le parent violent. Ça paraît fou, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Les enfants, en cas de garde alternée, peuvent être confiés une semaine sur 2 donc, chez le parent violent. Voilà, donc charge maintenant aux députés et à l'exécutif de se saisir de ces propositions. Alors, à l'heure des négociations sur le budget, elles sont évaluées à environ, pour un coût de 3 milliards d'euros. Aujourd'hui, le budget alloué pour les violences faites aux femmes, c'est 230 millions d'euros environ. Et de son côté, la ministre déléguée chargée de l'égalité hommes-femmes, Aurore Bergé, elle a confirmé qu'une future loi cadre sur les violences faites aux femmes était prête, et elle espère qu'elle arrivera à l'Assemblée nationale dès que possible. Il y a encore du boulot à faire, beaucoup de chemin à parcourir, même s'il y a quand même des progrès à mettre en avant. D'accord, je vais vous donner quand même quelques chiffres. Plus de 80... Vous n'avez pas l'air convaincu là en disant ça. Si, non, mais parce que le travail est encore long quand on voit les chiffres dont je vais vous parler maintenant. Plus de 90% des affaires de viol sont classées sans suite. 8 plaintes sur 10 échouent en 2024. 47% des femmes tuées par leur conjoint avaient alerté les autorités en amont. Et puis cette année, c'est 88 femmes qui ont été donc victimes de féminicide. Malgré tout, en effet, Elisabeth, la parole se libère et on voit que des choses ont été mises en place. Pas plus tard qu'aujourd'hui, Aurore Bergé, ministre de l'égalité hommes-femmes, et Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement, ont signé une circulaire adressée au préfet pour faciliter l'hébergement des femmes quand elles n'ont pas encore porté plainte. Et c'est ça la nouveauté. On va écouter Vincent Jeanbrun, ministre du Logement. Des femmes nous entendent aujourd'hui, vous pouvez bénéficier de cet hébergement d'urgence, même si vous n'avez pas encore porté plainte. Même si vous n'avez pas porté plainte. C'est ce qui est dit dans la circulaire. L'idée, c'est que, évidemment, il y a un contact avec les services spécialisés, comme le 115 par exemple, et tout de suite, vous êtes pris en charge. Ensuite vient le temps de la plainte, ensuite vient le temps des procédures. Mais l'idée, c'est qu'on puisse mettre la femme, les enfants, en sécurité le plus vite possible. C'est ça qui est rappelé aujourd'hui. Et plus largement, ma collègue Aurore Bergé travaille à ce qu'elle appelle une grande loi cadre, transpartisane, pour aller encore plus loin dans le droit des femmes.
Alors voilà, depuis 2017, l'État a aussi doublé les places d'hébergement pour les femmes victimes de violences, la mise en place de téléphones grave danger. Le 3919, qui est ce numéro de téléphone d'urgence pour les femmes victimes, est désormais ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais malgré tout, plusieurs rapports alertent en disant qu'il y a un manque de moyens financiers et judiciaires criants et que les plaintes sont beaucoup trop souvent encore classées sans suite. Donc il y a encore du travail, même si on voit que voilà, les choses évoluent sur le sujet des violences faites aux femmes et aux enfants. 90% des plaintes qui... Classées sans suite, exactement. Voilà, et je me permets d'ajouter 152 féminicides pour l'année 2025, un chiffre depuis le début de l'année qui n'est pas fini. Effectivement conséquent, qui va bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Merci beaucoup Flore pour le décryptage en cette journée. Allez,